bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place à notre grand angle. Et si on s'arrêtait de penser, de se torturer le cerveau et qu'on mettait un peu notre ego en veille, on irait peut-être beaucoup mieux. Arrêter la course du hamster dans la roue, amorcer la décroissance personnelle, eh bien c'est ce que préconise le docteur Serge Marquis dans un livre au titre provocateur. On est foutu, on pense trop, publié aux éditions de La Martinière. Merci Serge Marquis d'être avec nous. Alors je l'ai dit, eh bien vous êtes médecin, vous êtes québécois également et vous êtes spécialiste de la santé communautaire. Avec le titre de ce livre, je le rappelle, On est foutu, on pense trop. Est-ce que vous avez voulu provoquer ? Oui, absolument. De toute façon, je crois qu'il y a beaucoup de pensées qui sont complètement inutiles à l'intérieur de notre tête. Complètement inutiles, pardon. Des pensées qui nous font souffrir, un peu comme... J'ai utilisé la métaphore du hamster pour illustrer toutes ces pensées qui, sans cesse, nous accaparent jour et nuit. C'est le dessin, d'ailleurs, sur votre livre. Un tapage infernal qui nous empêche de dormir. Pourquoi est-ce toujours à moi que ça arrive? Ou pourquoi n'est-ce jamais à moi que ça arrive? Moi, pourquoi? Et rarement, ce sont des pensées utiles, justes, intelligentes, pleines de créativité, d'amour, de compassion, ou des pensées qui simplement mènent à des solutions concrètes aux problèmes qu'on vit. On tourne le problème dans notre tête, on n'est pas en train de songer à la solution. Ça, c'est très important de s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qu'on fait alors, justement, si on ne pense pas à la solution? On se fait du mal? Ouais, en tout cas, c'est ce que vous dites dans le livre. Tout à fait, parce qu'on sait aujourd'hui que le cerveau ne fait pas la distinction entre, et ça c'est très, très, très important, entre une perception d'une menace à notre survie, comme on le vivait il y a 4 millions d'années dans la plaine. C'est ça qui est intéressant aussi. Vous faites le lien, vous dites que c'est un héritage ancestral, cette manière de réfléchir. Tout à fait. Il a fallu qu'on puisse réagir rapidement si on entendait le rugissement d'un fauve dans la plaine. Notre corps, à ce moment-là, avait la réaction de stress. Il nous mettait en mode lutte ou en mode fuite. On était capable de se défendre, de se battre ou de pouvoir se sauver. Mais alors, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'on s'invente des ennemis dans l'entreprise, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale? Sans cesse. Parce que le cerveau, maintenant, provoque la même réaction, déclenche la même réaction s'il perçoit une menace à notre ego. C'est ça qui est fascinant. Je suis en train de parler, je suis en pleine réunion au travail, et quelqu'un devant moi fronce les sourcils alors que je parle, et mon cerveau perçoit le froncement de sourcils instantanément, et déclenche la réaction de stress, adrénaline, cortisol, etc., inconfort, contraction, souffrance inutile, parce que c'est une menace perçue à mon image dans sa tête. Ce n'est pas une menace à ma survie. Alors, je peux devenir vigilant. Il faut que je m'entraîne. Il y a un problème, justement, c'est l'ego. Vous le dites dans votre livre, et vous l'appelez pensouillard, ego, hamster. Oui. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, j'ai fait une distinction entre les pensées justes, les pensées utiles, les pensées pleines, comme je le disais tout à l'heure, de créativité, d'amour, de compassion, etc., et les pensées inutiles, celles que j'ai appelées les pensouillures. C'est pour ça que je l'ai appelé pensouillard, parce qu'il y en a une quantité phénoménale au cours de la journée, et c'est un animal nocturne. Il nous réveille très souvent en pleine nuit. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Je suis pas prêt, blablabla. Et c'est de la souffrance inutile, on ne dort pas. Même que ça peut éventuellement conduire à des maladies, c'est ça qui est grave. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'on voit bien que tout est chimique dans le corps humain et qu'on provoque ces réactions. Tout à fait. La sécrétion des hormones se fait instantanément. Si devant un froncement de sourcil ou devant une parole qui est prononcée au sujet de ce que je viens de dire, ou je les déclenche moi-même, je suis dans la file d'attente au supermarché et ça va pas assez vite à mon goût, et là, ça se met à tourner dans la roulette. Pourquoi toujours est-ce à moi que ça arrive, ces choses-là? D'où sort-elle, cette caissière? Les mains pleines de pouces. Et le cerveau déclenche la réaction des hormones à ce moment-là. L'estomac est moins bien nourri, le cœur bat plus vite, la tension artérielle s'élève, le cholestérol sanguin s'élève. L'immunité est moins bonne également. L'immunité est beaucoup moins bonne. Si ça dure trop longtemps, eh bien, on va éventuellement avoir des maladies. C'est ça qui est triste. Alors, la question, c'est comment on est devenu esclave de nos égos? C'est récent, ça, ce phénomène, selon vous? Moi, je crois que c'est arrivé un peu lorsque le moi est arrivé à l'intérieur de l'être humain, mais récemment. La question est très bonne parce qu'au cours des dernières décennies, ça s'est accentué. Il y a plusieurs philosophes, d'ailleurs un que j'admire beaucoup, qui s'appelle Charles Taylor, un grand philosophe montréalais, qui racontait dans un petit livre qui s'appelle Grandeur et misère de la modernité qu'un des grands problèmes de notre époque, c'est l'augmentation radicale du narcissisme. Donc la place que prend de plus en plus l'ego. Et en fait, dans une société de l'image aussi, dans cette société occidentale notamment. Voilà. En fait, on s'est trompé quelque part parce qu'on a cru qu'en renforçant l'ego, on deviendrait plus heureux. Plus libre. Plus libre. C'est en se libérant de l'ego qu'on devient vraiment plus libre. Parce qu'on donne toute sa place à ce que nous sommes vraiment.
Et justement, ça, est-ce que c'est pas un travers occidental, une maladie justement très occidentale? Je voudrais reprendre justement ce que dit Claude Lévi-Strauss dans Race et Histoire. Il explique que l'Orient et l'Extrême-Orient sont en avance sur les relations entre corps et esprit par rapport justement à l'Occident, avec le yoga en Inde, les techniques du souffle chinoises ou la gymnastique viscérale des anciens Maoris. Il l'expliquait dans Race et Histoire il y a des dizaines d'années. Oui, il y a des grands penseurs qui, d'ailleurs, en Orient, le taoïsme, Bouddha, enfin, tous ces grands penseurs qui, éventuellement, ont permis de découvrir ce que l'ego pouvait entraîner comme souffrance chez l'être humain. La méditation, c'est venu de là aussi. Il y a beaucoup de gens qui méditent là-bas. Le mot méditation est encore un mot péjoratif, en Occident, à bien des endroits, alors que c'est un entraînement de l'esprit. Tout simplement. Quand une personne médite, ce qu'elle est en train de faire, c'est d'observer ce qui se passe dans sa tête et de déplacer l'attention du hamster pour l'amener dans le présent. C'est là que l'entraînement nous conduit, peut nous conduire. Si on arrivait d'ailleurs à avoir notre attention constamment dans le présent, ce qui est très, très difficile, il y aurait de la place pour notre créativité, il y aurait de la place pour notre capacité d'aimer, il y aurait de la place pour notre capacité à nous émerveiller. D'empathie aussi également, de ne pas voir l'autre comme un ennemi. Justement, alors, ce qui est intéressant également dans votre livre, c'est que vous donnez de petits exercices pour échapper à cet ego. Et vous préconiser la décroissance personnelle. Oui. Ça veut dire quoi? La décroissance personnelle, c'est se libérer de toutes ces couches, j'appelle ça des couches identitaires, des pelures identitaires qu'on acquiert au cours de la vie. On s'identifie à toutes sortes de choses dans la vie. On s'identifie aux vêtements qu'on porte, à la marque de voiture, à des croyances, bien sûr. Ça donne d'ailleurs d'immenses tragédies. Parce que dès que le cerveau perçoit une menace à une pelure identitaire, si on s'identifie à sa cravate et que quelqu'un fait un commentaire sur notre cravate, on ressent un inconfort et de l'agressivité immédiatement. Nous ne sommes pas notre cravate. Nous sommes, et ça, je voudrais utiliser cette phrase magnifique prononcée par une femme d'ici qui s'appelle Marie de Hennezel, qui a travaillé beaucoup en soins palliatifs, et qui disait « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais ». Et c'est ce que nous sommes vraiment. Et ce qui ne vieillit jamais en nous, c'est la capacité d'être présent, la capacité d'aimer, la capacité de nous émerveiller, de créer, de savourer, d'apprendre, de transmettre. Ça ne vieillit jamais. Alors, vous dites qu'il faut aussi respirer. La respiration, c'est essentiel. Ça rejoint un peu les thérapies cognitives aussi, ce que vous préconisez. En grande partie, parce qu'en fait, ce que je dis, c'est d'amener l'attention sur la respiration. C'est de découvrir où elle est, dans quel espace elle est. Si elle est absorbée par le discours intérieur, elle ne peut pas être à deux places en même temps, l'attention. C'est ça qui est important. Et le cerveau privilégie de mettre l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Ça aussi, c'est important. Alors, quand on s'entraîne, on peut apprendre à découvrir en développant une capacité qui s'appelle la vigilance. On peut apprendre à découvrir où est l'attention et la ramener sur des choses aussi simples que le souffle, parce que ça, c'est toujours là. On respire dans le présent, n'est-ce pas? Et être complètement présent. Il faut redevenir ami avec soi-même, en fait. C'est ce que vous dites. Avec ce que nous sommes vraiment et ce qui nous permet de savourer pleinement la vie. Alors, justement, ce stress, ça a des conséquences terribles. On parle des suicides, notamment des burn-out dans les entreprises. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Vous y faites des stages, je crois. Oui, moi, je travaille beaucoup en entreprise et j'accompagne des personnes qui souffrent d'épuisement professionnel. Quand ces personnes arrivent dans mon bureau, elles arrivent toujours en disant deux choses. Je ne sais plus qui je suis. Et je ne sais plus où je m'en vais. Alors, une phrase identitaire, une phrase liée au sens. Je ne sais plus où je m'en vais, je ne sais plus dans quelle direction je m'en vais. Et c'est ce qu'on a à retrouver ensemble. Qui êtes-vous vraiment? On s'identifie à notre travail, qui devient une pelure identitaire. Et quand il y a une menace à notre travail, bien sûr, elle est perçue comme une menace au moi. Et le cerveau déclenche toutes les hormones, la sécrétion de toutes les hormones de survie. Ce stress, justement, est-ce que ça ne devrait pas être pris comme un problème de santé publique par les gouvernements? Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Je crois que le stress devient épidémique, littéralement. C'est une épidémie très moderne. Ça devient de pire en pire, c'est ça? Ça s'accroît constamment. Les burn-out au Québec, en tout cas, ça a une croissance phénoménale au cours des dernières décennies. Les compagnies d'assurance s'arrachent les cheveux maintenant, d'ailleurs, les mutuelles d'assurance pour savoir comment elles vont compenser les entreprises, etc. Le problème, il est aussi beaucoup plus profond. Ce sont les valeurs aussi qui sont véhiculées par la télévision, la publicité, le cinéma, les livres aussi. Il faut être toujours au meilleur de sa forme. Il faut toujours être dans la nouveauté, dans la conquête. Est-ce qu'il ne faut pas bousculer toutes ces valeurs-là et revenir à d'autres valeurs, plus collectives notamment? C'est encore une excellente question parce que c'est la croyance que c'est l'ego qui est toujours au cœur de ces valeurs, la réussite, la performance, si je deviens le meilleur, si j'ai une promotion, si je gagne plus de sous, etc., je vais enfin être heureux. Alors que ça n'a rien à voir. Les gens s'en rendent compte souvent, il y a des témoignages qui vont dans ce sens-là. Il y a des on est arrivé à une étape comme ça, et après?
Il y a des personnes très riches qui possèdent plusieurs maisons, plusieurs voitures, qui sont célèbres, qui ont une belle apparence, et elles sont très dépressives. Vous savez, alors, parce que le bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, il a la capacité d'avoir son attention complètement dans le présent, d'écouter l'enfant qui revient de l'école et qui raconte sa journée parce qu'il a connu des difficultés, mais d'être tellement là qu'on est capable d'apporter une solution, de se sentir utile, ça donne un sens à la vie. Il y a une peur aussi de s'ennuyer. L'ennui, c'est une valeur très négative en Occident. Et vous, c'est intéressant, vous préconisez la paix de l'esprit, moins d'agitation, et vous dites que ça ne veut pas dire ne pas être moins vivant, quoi, de ne plus être agité comme ça. Au contraire, quand il y a plus d'agitation dans ma tête, je suis au maximum de ce que je peux savourer dans ma vie. Parce que si je suis un artiste, par exemple, quelqu'un qui veut créer, si l'hamster court constamment dans sa tête, que l'attention est complètement absorbée par les pensées inutiles, sa créativité ne sera pas disponible. Mais la souffrance, on dit souvent que chez les artistes, c'est peut-être un lieu commun, ouais. Elle permet la créativité. Mais pendant que la personne crée, elle est libérée de sa souffrance. Pendant qu'elle est en train de peindre, pendant qu'elle est en train d'écrire, etc. Et je m'amuse aussi à dire souvent, si vous voulez savourer un bon repas et que votre hamster est en train de courir, comment allez-vous pouvoir le savourer? C'est absolument impossible. Une caresse. Comment peut-on savourer une caresse? Le hamster est en train de courir, est en train de se demander si on est performant, même au lit. Je vais jusque-là. Alors, je suis à la hauteur, etc. C'est encore le souci de la performance, de l'image, de ce que l'autre va penser, plutôt que de savourer complètement le moment présent qui permet d'être en relation complète avec l'autre dans un moment d'amour, réellement. On va terminer avec ces belles paroles sur l'amour. Merci Serge Marquis d'avoir témoigné dans 64 minutes. Je rappelle donc que votre livre est publié aux éditions de La Martinière. Il s'appelle « On est foutu, on pense trop » et j'ai entendu dire qu'il marchait très bien. Oui, ça va très très bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment.